Mon hostilité envers la Révolution tranquille ne date pas d'hier, hein. Déjà, j'étais au début de la vingtaine et je rêvais un jour d'écrire un livre pour attaquer le mythe de la Révolution tranquille. Ben, il est fait ce livre-là. C'est assez étonnant de réaliser un rêve de jeunesse, mais je l'ai fait. Mais je dois dire que le livre, c'est peut-être pas le contenu que j'avais rêvé quand j'étais jeune. Je rêvais d'un grand livre qui ferait toute l'histoire de la Révolution tranquille. C'est pas ça. C'est plutôt un petit essai sur des points bien précis. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que des livres sur l'histoire de la Révolution tranquille, les événements de l'époque, il y en a des très bons, vous pouvez les lire, mais le regard critique, par exemple, vous allez peut-être plus le trouver là-dedans que dans les livres officiels qui sortent de nos universités, des éditions Septentrion, des choses comme ça. Alors, quand on parle de la Révolution tranquille, ben effectivement, comme le disait Guillaume tantôt, c'est le mythe fondateur du Québec moderne. On nous présente cette période-là comme une époque de modernisation et de démocratisation du Québec. Bon, d'abord, c'est complètement faux. Le Québec, en 1960, il était déjà moderne. Regardez toutes les caractéristiques sociologiques, économiques qu'on a au Québec, comparé aux États-Unis, puis on est exactement au même niveau, on est au diapason. Pour ce qui est de la démocratisation, je pense qu'on en est revenu. Il n'y a personne qui présente Maurice Duplessis comme un dictateur maintenant. Et puis même s'il y a eu des fois un petit peu de tordage de bras, ou peut-être de tordage de dollars pendant des élections, c'était pas bien pire dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Vous en parlerez à Pablo Rodriguez. Alors, toujours est-il que le Québec, il était moderne, il était démocratisé. Donc, c'est pas ça la Révolution tranquille. C'est quoi? C'est tout simplement la déchristianisation de la société québécoise. C'est ça le fond de l'affaire. Et c'est ça que les historiens universitaires disent, mais toujours de manière alambiquée, feutrée, parce que ils veulent pas qu'on comprenne le fond de l'histoire. Et pourtant, je dirais que dans les années 1960-1970, il y avait un discours assez unanime sur la Révolution tranquille et aussi son revers de la médaille, à l'époque de Duplessis, qu'on qualifiait de grande noirceur. Mais à cette époque-là, quand on interviewait des gens sur l'époque de Duplessis, c'était toujours ses adversaires qu'on interviewait. Georges-Émile Lapanne, par exemple, l'ancien chef du Parti libéral, on le voyait tout le temps à Radio-Canada. On donnait jamais la parole à des anciens ministres de l'Union nationale, même s'il y en avait encore qui étaient vivants à cette époque-là. Alors donc, je dirais que ça a été jusqu'en 1980 à peu près. Depuis 1980, chez les historiens universitaires, il y a eu un autre regard. Je pense que maintenant, il est admis que le Québec n'est pas né en 1960 et que Maurice Duplessis n'était pas un dictateur. Il faut dire que la télésérie Duplessis qui a été faite par Radio-Canada en 1978 avait joué un grand rôle dans une certaine réhabilitation de Duplessis, et René Lévesque lui-même, qui avait été un grand ennemi de Duplessis de son vivant, c'est lui qui a dévoilé la statue de Duplessis à l'Assemblée nationale. Donc, à partir de 1980, il y a eu un changement. Mais le changement n'a pas été complet. En fait, aujourd'hui, on va dire que Duplessis était bon à cause de son nationalisme, à cause de son autonomisme. Ça va. On va dire que Duplessis était bon à cause de son capitalisme, parce qu'on en est un peu revenu, des mythes de l'État-providence. Ça va. Mais il y a un aspect de Duplessis qui a toujours pas été réhabilité, puis c'est pas demain la veille qui va être réhabilité, c'est son catholicisme. Parce que là, ça touche à la question d'éducation, et on est prêt à remettre en question bien des choses de la Révolution tranquille, mais certainement pas son cœur qui est la réforme Parent, qui est la réforme de l'éducation. Mais quand on regarde les fruits du Québec actuel, quand on regarde les fruits du Québec qui est né de la Révolution tranquille, j'avoue qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'interroger. Alors, mon livre, c'est en fait 5 petits essais, des articles qui ont été faits au fil du temps avec des conférences et tout ça. Le premier chapitre trace un portrait global de la Révolution tranquille
en me posant la question, est-ce que c'est une modernisation ou une acculturation? Alors, je réponds qu'en fait, c'est une acculturation. Finalement, la culture canadienne-française s'est alignée sur le modèle anglo-saxon, le modèle anglo-protestant, et les Canadiens français sont devenus des Québécois. Hein, c'est assez étonnant, ça, un peuple qui change de nom. On voit ça rarement dans l'histoire. Pourquoi a-t-on abandonné le terme Canadien-français et l'a-t-on remplacé par Québécois? Ça s'est fait autour de 1965. Au début des années 60, on parle encore de Canadiens-français. Les ouvrages séparatistes, par exemple, des fondateurs du RN, comme Marcel Chaput, tout ça, eux autres emploient encore le terme Canadien-français. À la fin des années 60, ça change. Et après 1970, on peut dire que le terme québécois a presque complètement remplacé le terme canadien-français. Au début, c'était les indépendantistes qui se disaient québécois, les fédéralistes se disaient canadiens-français. Là, il y avait une certaine logique, hein, Québec, Canada. Mais finalement, les fédéralistes vont se dire québécois, eux autres aussi, dans les années 70. Le changement, la cause du changement, je pense, elle est ailleurs. C'est que la Révolution tranquille a séparé l'identité nationale canadienne-française de la religion catholique. Et puis, ça a été un changement de personnalité tellement profond qu'il a fallu changer de nom. Hein, vous savez, quelqu'un qui veut changer son nom, qui fait une démarche judiciaire pour adopter un nouveau nom, d'habitude, ça reflète un petit problème psychologique en quelque part. Ça reflète quelque chose qui a été mal assumé dans son passé, tout ça. Ben, c'est exactement ça qui nous est arrivé collectivement. Mais qu'est-ce qu'un Québécois, en fait? C'est qu'on passe du nationalisme ethnique au nationalisme civique. Un Canadien français, c'était quelqu'un qui était d'origine ethnique française, qui était de langue maternelle française et qui était de religion catholique. Un Québécois, c'est un nationalisme civique, c'est quelqu'un qui habite le territoire du Québec, quelle que soit sa race, sa langue, sa religion. On est passé en fait du concept européen au concept américain de la nationalité. Et c'est pour ça que je dis souvent, en fait, les Canadiens français sont devenus des Américains francophones, mais des Américains temporairement peut-être francophones. Ça, c'est le premier chapitre. Dans le deuxième, je m'attaque au cœur de la Révolution tranquille, qui est la réforme de l'éducation, l'abandon de la pédagogie classique, qui a été remplacée par une pédagogie dite moderne, mais en réalité américaine, utilitariste. On est passé d'un système d'éducation qui était axé sur les lettres à un système d'éducation qui était axé sur les sciences. Et ça, c'était toute une révolution au niveau culturel. Je parle ensuite, dans le chapitre suivant, du cardinal Léger. Alors, personnage extrêmement important, qui avait beaucoup de prestige, beaucoup d'influence. Je dis du cardinal Léger que c'est l'homme qui aurait pu bloquer la Révolution tranquille. Il y avait le prestige, il y avait l'autorité pour ça. Mais non, il n'y avait pas l'envergure intellectuelle, ni la personnalité qu'il fallait. Alors, mais la Révolution tranquille, il faut comprendre que c'est une révolution qui a été faite en soutane. C'est une révolution qui est venue d'en haut et qui est venue par le clergé. En fait, souvent je dis la Révolution tranquille, c'est tout simplement l'application du Concile Vatican II au Québec. C'est peut-être un peu plus complexe que ça, mais je pense que quand vous avez compris ça, vous avez saisi la ligne maîtresse. Et ce qui est frappant avec le cardinal Léger, c'est que c'était un homme qui était très, très conservateur au temps du pape Pie XII et qui va devenir très libéral au temps de Jean XXIII et de Paul VI. Ben, finalement, le cardinal Léger, c'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire qui suit la ligne du patron, la ligne du parti. C'était quelqu'un d'assez superficiel. Duplessis disait, le cardinal Léger, il porte bien son nom. Et c'est un peu ce que j'explique dans ce chapitre-là. Après, j'aborde la grève je reviens un petit peu en arrière et j'aborde la grève de l'amiante en 1949. Ça aussi, ça fait partie de la légende fondatrice
de la Révolution tranquille. Alors, dans les livres d'histoire, on présente souvent ça comme une espèce de pré-révolution tranquille. On présente ça comme la pauvre classe ouvrière canadienne-française exploitée par les grosses méchantes multinationales américaines, servie par le roi nègre Maurice Duplessis. Ça, c'est l'image d'Épinal de la grève d'asbestos. Mais en fait, cette image d'Épinal, elle nous vient d'un livre qui a été écrit en 1956. C'est un collectif, c'était sous la direction de Pierre Elliott Trudeau. Ça s'intitule la grève de l'amiante, justement. Et le texte de Trudeau est marquant dans ce livre-là. Je dirais que son titre, c'est La province de Québec au temps de la grève d'asbestos, 1949. Et je dirais que c'est le texte fondateur, finalement, de la Révolution tranquille. Alors, toutes les idées de la Révolution tranquille, vous les avez dans ce texte-là. Mais ce livre a présenté une image, évidemment, très, très biaisée de la grève d'asbestos. Il y a des historiens universitaires, Jacques Rouillard, entre autres, de l'Université de Montréal, et Suzanne Clavette, qui a fait sa thèse de doctorat sur la grève d'asbestos, qui ont écrit des ouvrages remarquables là-dessus et qui nous présentent c'était quoi le fond de l'affaire de la grève d'asbestos. C'était pas une lutte entre la classe ouvrière et des compagnies multinationales et puis tout ça. C'était pas une lutte de nationalisme comme on nous le... C'était en fait une lutte à l'intérieur du clergé. C'était une phase de transition entre l'idéologie corporatiste du clergé des années 1930 et l'idéologie socialiste du clergé 1960. Parce que c'est assez remarquable de voir que l'Église catholique, qui était au Québec comme dans l'ensemble du monde très, très conservatrice, très anticommuniste dans les années 30, est devenue philo-communiste dans les années 60. Et souvent, c'est les mêmes personnes. Ils ont vieilli un petit peu, mais c'est les mêmes personnes. Il y a eu une phase de transition qu'il faut comprendre et qui est très, très intéressante parce que ça ne s'est pas fait d'un seul coup. On n'est pas passé du discours corporatiste des années 30 au discours socialiste des années 60. Il y a eu entre-temps un passage qui s'appelle la réforme de l'entreprise et qui a fait en sorte que une grande partie du clergé a glissé de la droite à la gauche. Alors, c'est ce que j'explique dans ce chapitre. Je consacre aussi un chapitre à la légende noire du clérico-natalisme. Alors, on nous fait croire qu'autrefois, les curés forçaient les femmes à avoir des enfants à chaque année, sans remarquer qu'en fait, le taux de natalité au Québec a descendu énormément entre 1900 et 1960, à l'époque où l'Église était justement à son apogée, du moins au niveau du contrôle des institutions. Il y a quelque chose de contradictoire là-dedans. Alors, donc, je m'attaque à cette légende et qui est quand même un des gros arguments qu'on entend encore aujourd'hui. Quand vous parlez de religion avec quelqu'un, c'est bien rare. Quelqu'un qui est hostile à la religion catholique, c'est bien rare qu'il ne vous sort pas ce fameux argument de l'oppression des femmes par le clergé, par les familles nombreuses. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler plus en détail du dernier chapitre que je consacre à la contre-révolution tranquille, c'est-à-dire aux intellectuels qui se sont opposés à la révolution, à tout ce courant-là dans les années 1960. Je me puis essentiellement sur un livre qui a été écrit par Xavier Gélinas, qui s'intitule « La droite intellectuelle québécoise et la révolution tranquille », publié en 2007. Xavier Gélinas est un excellent historien. C'est un gars que j'ai connu à l'université, il a à peu près mon âge. Il a à peu près les mêmes idées que moi, je dois dire, mais lui, il a eu l'habileté des cachets. Alors donc, il a réussi à avoir un beau poste au Musée de la civilisation à Gatineau. Mais bon, il cache pas qu'il est conservateur, mais il dit peut-être pas les choses aussi radicalement que moi, j'aime les dire. Il est peut-être pas aussi polémique. Mais son livre est vraiment remarquable. Je vous recommande de le lire.
Comment la droite a réagi à la Révolution tranquille? Avant 1956, 56 est une année très importante. Il y a un virage qui se fait au Québec en 56. Avant ça, la droite au Québec, je parle de la droite intellectuelle. La droite intellectuelle, c'est les gens qui sont autour de Lionel Groulx, hein, qui sont plus ou moins de l'école de Lionel Groulx d'une manière ou d'une autre. Alors, je peux vous les nommer, les grandes figures. Lionel Groulx d'abord, Esdras Mainville, directeur de l'école des hautes études commerciales à Montréal à ce moment-là, qui était un conseiller économique de Duplessis, qui était un promoteur de la doctrine sociale de l'Église, du corporatisme, du coopérativisme et tout ça. Son disciple François-Albert Anger, qui lui aussi a été l'économiste le plus connu au Québec dans les années 1950. Même dans le livre La grève de l'amiante, Trudeau parle de François-Albert Anger avec beaucoup de respect. Hein, pourtant, il n'avait pas les mêmes idées, mais ça vous montre à quel point Anger était respecté. Je parle aussi du jésuite Richard Arès, qui était un spécialiste du droit constitutionnel, Robert Rumilly, l'historien. Alors, tous ces gens-là, c'est pas mal les figures de proue de ce qu'on peut appeler la droite intellectuelle. Mais au début des années 50, ils sont assez critiques de Duplessis. Ils sont pas nécessairement si favorables que ça à Duplessis parce qu'ils le trouvent, ils lui reprochent de ne pas être assez nationaliste. Ils lui reprochent d'être trop ouvert aux investissements américains, donc d'être trop favorable au capitalisme. Et il lui reproche aussi une attitude finalement partisane de vieux bleus. Hein? Je pense à, par exemple, François-Albert Anger. Duplessis n'a jamais aimé François-Albert Anger. Il l'appelait toujours la tête croche à Anger. Pourquoi? Parce que François-Albert Anger était au-dessus des partis. Duplessis, lui, il voyait la vie en bleu puis en rouge. Fallait être bleu, fallait être rouge. Et si on était bleu, on était bon. Si on était rouge, on était pas bon, mais on avait quand même sa place. On était respectable. Quand il se moquait, par exemple, du cardinal Léger, c'est tout simplement parce que le cardinal Léger était, lui et sa famille étaient du côté du Parti libéral. Le frère du cardinal Léger était le secrétaire du premier ministre libéral fédéral, Louis Saint-Laurent. D'ailleurs, Jules Léger va devenir plus tard gouverneur général du Canada. Alors, c'était clair qu'il était libre. Mais ça, Duplessis respectait ça. On pouvait être libéral, ça rentrait dans sa vision du monde. Mais un gars comme Anger, qui était un intellectuel au-dessus des partis, il était mal à l'aise avec ça. Puis effectivement, Anger, quand il voulait faire passer une idée à Duplessis, il la faisait passer par quelque chose d'autre. Par exemple, quand Duplessis, en 1954, crée l'impôt provincial sur le revenu, l'idée, elle venait de François-Albert Anger. Mais Anger ne l'a jamais présenté directement à Duplessis. Il l'a fait passer par le juge Tremblay, qui était un ami de Duplessis. Pour ce qui est d'Esdras Mainville, lui, il était un petit peu plus habile. C'était pas un gars de l'Union nationale, mais il laissait croire à Duplessis qui était bleu. Alors, c'est pour ça que Mainville était bien vu par Duplessis, mais pas Anger. Donc, ça, c'était quelque chose qui était un petit peu achalant. Et quand on regarde les critiques que ces gens-là faisaient de Duplessis, même si je suis un grand défenseur de Duplessis, je pense que ça a été le plus grand premier ministre de notre histoire, mais quand même, il n'a pas été parfait. Et puis, il y a peut-être certaines critiques que ces gens-là faisaient de Duplessis qui étaient justes. Mais à partir de 1956, il y a un changement. Et là, le journal Le Devoir devient un bastion d'antiduplessisme. Le Devoir avait appuyé les grévistes d'asbestos en 1949, mais d'une manière générale, il restait plutôt favorable à Duplessis à cause de l'autonomie provinciale. C'était quand même, Le Devoir, c'est un journal nationaliste. À partir de 1948, Le Devoir est dirigé par André Laurendeau et Gérard Filion. Donc, ce n'est plus le journal conservateur et catholique que c'était avant au temps d'Henri Bourassa. Il y a un virage libéral qui se fait dans Le Devoir, mais n'empêche qu'ils soutiennent la bataille de Duplessis en faveur de l'autonomie provinciale. Mais à partir de 1956, là, c'est la critique absolue du régime Duplessis par Le Devoir.
Et c'est suivi par la revue Cité libre, qui était une revue démocrate chrétienne, catholique progressiste. Pierre-Éliott Trudeau était le principal animateur de ça. L'Université Laval, la faculté des sciences sociales, dirigée par le père Georges-Henri Lévesque, était un foyer d'antiduplessisme, là aussi. L'Action nationale, la revue fondée pourtant par Lionel Groulx, va prendre un virage libéral à partir de 1954, lorsqu'elle est dirigée par Pierre Laporte. Pas très connu, hein, Pierre Laporte, on se souvient de lui pour la crise d'octobre, puis le pont, mais ça a été un intellectuel qui a été marquant dans l'histoire du Québec, et c'est un de ceux qui a... il était nationaliste, mais c'est un de ceux qui a ramené, si on veut, le nationalisme vers des positions plus libérales, moins catholiques. Évidemment, il y avait Radio-Canada. Radio-Canada donnait toujours des tribunes privilégiées à tous ces gens-là. Donc, il y a une critique assez virulente du Duplessis qui est faite, mais à la fin. Le premier qui s'aperçoit de ça et qui sonne la clochette d'alarme, c'est Robert Rumilly. Robert Rumilly écrit en 1956 L'infiltration gauchiste au Canada français. En fait, c'était une série de trois volumes, trois petits pamphlets qui sont remarquables, qui méritent d'être encore lus aujourd'hui. Il a fondé le Centre d'information nationale qui avait pour but de rassembler des intellectuels conservateurs, mais qui n'a pas vraiment réussi. Mais en fait, tous les autres intellectuels de droite se méfient un petit peu de Rumilly. Parce qu'ils pensent que Rumilly s'inféode à l'Union nationale. Donc, ils le voient comme quelqu'un d'un peu trop partisan. Et il faut dire aussi que Rumilly avait un style très, très polémique, très action française. C'était un Français de France qui avait été formé à l'école de l'action française. Il avait été camelot du roi dans sa jeunesse et tout ça. Et il y avait un style qui plaisait peut-être pas à des gens comme Groulx, Anger, Mainville, qui étaient beaucoup plus polis, qui étaient toujours respectueux envers ses adversaires, des fois un peu trop respectueux d'ailleurs. Ça a été le défaut de François-Albert Anger. Il était un peu trop respectueux de ses adversaires. Il a laissé Pierre Laporte prendre le contrôle de l'Action nationale, alors que lui, Anger, était encore président de la Ligue d'Action nationale. Il y avait dans l'Action nationale à ce moment-là un ancien, Anatole Vanier, qui avait écrit déjà dans les années 20 dans l'Action française de Lionel Groulx, l'ancêtre de l'Action nationale, puis il disait Anger, mets-moi donc ça à la porte, cette gang de jeunes gauchistes-là. Mais Anger dit non, ils sont nationalistes, tout ça, ils vont finir par comprendre. Alors, il était un petit peu, peut-être un petit peu trop mou face à ses adversaires idéologiques, M. Anger. Vous savez, je l'ai connu personnellement, hein, j'ai eu beaucoup de discussions avec lui, et puis j'y reviendrai. Il avait d'énormes qualités, mais déjà, quand je parlais avec lui, je trouvais qu'il manquait un peu de mordant par rapport à la gauche. En fait, quoi qu'il en soit, Jean Lesage arrive au pouvoir en 1960 et les intellectuels de droite, au départ, sont plutôt favorables à son gouvernement. Parce que ce gouvernement-là paraît nationaliste. Ce gouvernement-là prône l'intervention de l'État pour aider l'économie, une politique économique nationaliste. Et puis ça faisait longtemps que les intellectuels de droite demandaient ça. Ils reprochaient à Duplessis justement d'être trop ouvert aux capitaux américains, de ne pas avoir une politique économique nationaliste. Et quand on a commencé à parler de la nationalisation de l'hydroélectricité, ben là, les nationalistes étaient enthousiasmés. Lionel Groulx était favorable à la nationalisation. Pour lui, René Lévesque était un grand homme et tout ça. Donc, je dirais juste que de 1960 à 1964, les intellectuels de droite voient le gouvernement Lesage d'un bon œil. Le seul qui était un peu sceptique, c'est François-Albert Anger. François-Albert Anger s'est opposé à la nationalisation de l'hydroélectricité et c'est le seul nationaliste qui l'a fait.
Ceux qui s'opposaient à la nationalisation, c'était plutôt des gens, premièrement, il y avait les Anglais. Les Anglais de Montréal aimaient pas ça parce que ça faisait trop nationaliste canadien-français. Il y avait les partisans ultra du capitalisme qui considéraient que c'était du socialisme. Il y avait quand même des adversaires, mais du côté des nationalistes, on était très favorable parce que dès les années 1930, en fait, les nationalistes canadiens-français réclamaient la nationalisation de l'hydroélectricité. Mais Anger était persuadé que c'était une erreur à cause de l'étatisme. Pour lui, ça ouvrait la porte au socialisme et il aurait voulu, en fait, que les Québécois prennent le contrôle de l'énergie hydroélectrique par des coopératives, comme ça s'était fait aux États-Unis dans les années 30 au temps de Roosevelt. Il voulait que le Québec adopte le modèle. D'ailleurs, encore aujourd'hui, aux États-Unis, il y a plusieurs coopératives dans plusieurs États, surtout dans l'Ouest. Et c'est des coopératives qui produisent autant d'électricité que Hydro-Québec. C'est des grosses compagnies, c'est pas des petites affaires. Il y a aussi des entreprises privées aux États-Unis, il y a aussi des sociétés d'État. En fait, ils n'ont pas un système unique comme on a, nous, au Québec. Et Anger était favorable à ça. Il disait, oui, peut-être nationaliser la Shawinigan Water and Power, ce serait bien. Mais lui, ce qu'il voulait, c'est qu'on la nationalise, puis après qu'on la divise en plusieurs coopératives régionales. Parce qu'il dit, le jour où Hydro-Québec va être un géant, ça va être une société d'État. Il ne faut pas s'imaginer que les sociétés d'État travaillent toujours dans l'intérêt du public. Ils travaillent pour qui d'abord? Les compagnies privées, on comprend qu'ils travaillent dans l'intérêt de leurs actionnaires. Mais une société d'État, si ça ne travaille pas dans l'intérêt du public, bien, ça peut travailler dans l'intérêt de sa propre organisation. Et c'est ce que Anger disait. Il disait, Hydro-Québec va devenir un géant qui va finalement travailler en fonction des intérêts du géant pour qu'il devienne encore plus géant. Et ce ne sera pas au... Alors, mais il était vraiment isolé, il est le seul nationaliste. Les autres n'ont pas compris cette affaire-là. Alors donc, vous voyez déjà dans ce groupe d'intellectuels de droite, il commence à y avoir des petites fissures. Mais le réveil de la droite intellectuelle par rapport à l'évolution tranquille, ça va être avec le rapport Parent, avec la réforme de l'éducation. Alors là, effectivement, on voit tout le groupe qui est uni contre la réforme de l'éducation. Le rapport Parent recommandait 3 choses. Premièrement, créer un ministère de l'Éducation pour enlever l'autorité que les évêques avaient dans l'ancien système. Dans l'ancien système, on avait le département de l'instruction publique. Le département de l'instruction publique était sous l'autorité du comité catholique du Conseil de l'instruction publique. Et sur le comité catholique du Conseil de l'instruction publique, il y avait tous les évêques qui siégeaient d'office. 22 évêques et 22 laïcs. Mais quand il y avait des réunions, comme il y avait toujours des laïcs absents, et les évêques, eux autres, s'ils étaient absents, ils pouvaient se faire remplacer par un autre prêtre. Donc, en fait, les évêques avaient toujours la majorité. Donc, on peut dire que le système d'éducation publique était sous l'autorité de l'Église. Puis en plus, il y avait le niveau secondaire, les collèges, les couvents et les universités qui appartenaient directement à l'Église. Donc, en créant le ministère de l'Éducation, finalement, l'autorité passe de l'Église à l'État. Et ça, c'était la première recommandation. La deuxième recommandation, c'était d'abolir les collèges classiques pour adopter finalement un modèle de pédagogie moderne à l'américaine, axé sur les sciences plutôt que sur les lettres. Et la troisième recommandation, c'était de créer des commissions scolaires non confessionnelles. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le rapport Parent a été présenté par tranches et non pas d'un seul coup. En 63, c'est le ministère de l'Éducation. En 64, c'est le projet d'abolir les collèges classiques. Et en 66, c'est l'abolition des commissions scolaires confessionnelles. Alors donc, si on avait su au départ où c'était pour conduire, probablement que ça aurait été rejeté en bloc, mais c'est l'habitude des révolutionnaires que de couper le saucisson en tranches pour mieux le faire avaler. Face à ça, ben, les évêques
au Québec, au début, ils se sont opposés à la réforme. Et quand le premier ministre Lesage a vu que les évêques avaient des réticences, le cardinal Léger a simplement téléphoné au premier ministre. Il a dit, moi et mes collègues, on a quelques réticences avec le projet de loi qui visait à créer un ministère de l'Éducation. Lesage a tout de suite suspendu l'étude du projet de loi. Il a reculé. Dans les journaux, on a titré à ce moment-là, le cardinal Léger est capable de faire reculer le gouvernement sur un coup de fil. Et c'était vrai. C'est pour ça que je vous dis, si le cardinal Léger avait été d'une autre trempe, l'histoire aurait pu être assez différente. Alors, il recule ça, mais finalement, le ministre de la Jeunesse, Paul Gérin-Lajoie, revient avec une autre mouture du projet de loi, fait quelques petits amendements, mais c'était fondamentalement le même, et là, les évêques l'acceptent. Alors, il l'avait refusé en juillet 63, puis il l'accepte en novembre 63. Qu'est-ce qui s'était passé entre-temps? Bien, c'est que tous les évêques du Québec avaient été à Rome pour la deuxième session du Concile Vatican II. Ils ne s'intéressaient pas beaucoup aux questions dont on discutait au Concile. Ils s'intéressaient plus à ce qui se passait au Québec et à la question du ministère de l'Éducation. Et finalement, ils ont changé leur position. Je ne serais pas étonné que Rome soit intervenu pour forcer les évêques à accepter la réforme par an. Parce qu'il y avait deux évêques qui étaient favorables, Monseigneur Léger, le cardinal Léger, et Monseigneur Maurice Roy de Québec. Québec-Montréal, les plus importants. Ils étaient aussi les plus progressistes. Les autres évêques, il y en avait 5 ou 6 qui étaient très conservateurs, qui étaient très hostiles à la réforme de l'éducation, qui combattaient ça ouvertement. Donc, vous avez 2 progressistes, 5 ou 6 conservateurs, puis toutes les autres, hein, on a 22 évêques, alors toutes les autres, ben, ils attendaient de voir de quel côté le vent soufflait. Et le vent, ben, il est venu du patron, il est venu sans doute de Rome, parce que quand sur une question aussi importante que l'éducation, un épiscopat national est divisé, d'habitude on se tourne vers Rome pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est arrivé. Et comme l'esprit du Concile Vatican II allait dans le sens de la laïcisation de la société, de l'abandon des institutions catholiques, les évêques se sont tout simplement écrasés. Et puis après, on ne les entendra plus parler du tout. Quand il va y avoir toutes les autres étapes de la réforme de l'éducation, les évêques ne participeront même plus au débat. Alors donc, à partir de 64, là, on peut dire que c'est clair que les intellectuels de droite ont compris où allait la Révolution tranquille, et là, ils vont la combattre assez énergiquement. François Le Béranger a repris le contrôle de la revue L'Action nationale. En 1959, Pierre Laporte quitte la direction de la revue pour s'en aller en politique. Il va être élu député libéral je pense que c'est en 61 qu'il a été élu, je ne suis pas trop certain. C'était dans une élection partielle, en tout cas, peu importe. Alors, donc, finalement, toute la gang de néo-nationalistes, qui est en fait des nationalistes libéraux, vont quitter l'Action nationale et la droite va reprendre le contrôle. Ils vont le garder jusqu'en 1967 et même un petit peu plus au début des années 70. Dans les années 70, l'Action nationale va devenir une espèce de succursale du Parti québécois. Alors, mais on peut dire que ça a été le bastion de résistance intellectuelle à la Révolution tranquille entre 1959 et 67 au moins, tant que Angers était là. Après, Angers va quitter la direction de l'Action nationale pour devenir président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Et là, il va mener une bataille pour la défense de la langue française. Mais l'Action nationale va rester quand même assez conservatrice encore pendant quelques temps. Alors, si on fait le tour des publications qui ont combattu la Révolution tranquille dans les années 60, on peut citer la revue Notre Temps, qui était dirigée par Léopold Richer, mais qui était la propriété de l'Union nationale. Alors, donc, c'était un petit peu son défaut, c'était perçu plus comme une publication de parti
une publication intellectuelle, mais c'était quand même de bonne qualité. L'Action nationale, je viens de vous en parler. Il y avait la revue Laurency de l'indépendantiste Raymond Barbeau. Il y avait Tradition et Progrès, une revue dirigée par Albert Roy. Les Cahiers de la Nouvelle-France, qui vont devenir ensuite Nation Nouvelle, où il y avait Gustave Lamarche et le chanoine Achille Larouche. Aujourd'hui Québec, dirigé par Gilles Dandurand. Et on peut mettre là-dedans aussi la revue des Jésuites, Relations, qui était dirigée par Richard Arès. Mais Relations, il y avait des écrivains, il y avait des auteurs plutôt conservateurs là-dedans, mais il y avait aussi des progressistes, parce qu'en fait, c'était la revue de la Compagnie de Jésus. Alors, dans la Compagnie de Jésus, il y avait des deux ailes. Alors, mais il y a quand même des critiques assez intéressantes, notamment sur la réforme de l'éducation, qui sont faites dans la revue Relations. Quelques noms des intellectuels de droite, à part les grandes figures que je viens de vous mentionner. Alors, je vous les nomme parce que si, des fois, dans des librairies d'occasion, vous voyez ces noms-là, ben, vous pouvez les acheter. Victor Barbeau, Jean Bruchézy, André Dagenet, Léopold Desrosiers, Roger Duhamel, Jean Genet, Claude-Henri Grignon, bien connu pour les belles histoires des pays d'en haut, Charles de Coninck, célèbre professeur de philosophie à l'Université Laval, Rina Lanier, Séraphin Marion, André Vachon, Albert Lévesque et Julia Richer. Xavier Gélinas ne rentre pas dans son étude deux groupes qui ont pourtant combattu la Révolution tranquille, le Crédit social, les bérets blancs, ceux qu'on surnommait les bérets blancs, et aussi le groupe fasciste de Adrien Arcan. Alors, les deux ont combattu la Révolution tranquille, mais lui, il fait remarquer que ces deux groupes-là avaient absolument aucun autre contact avec les intellectuels. En fait, ils étaient pris dans une espèce de renfermement sectaire et ils semblaient se battre essentiellement pour eux-mêmes et ils n'ont pas eu vraiment un rayonnement en dehors de leur propre milieu assez restreint. Donc, pour résumer, on peut dire que la droite intellectuelle a combattu la Révolution tranquille, mais tout en ayant des divergences et des points qui ont mal compris. D'abord, l'étatisme. Je pense qu'ils ne se sont pas suffisamment méfiés de l'étatisme. J'ai parlé de la nationalisation de l'hydroélectricité, mais il y a eu un paquet d'autres programmes sociaux qui ont été créés par le gouvernement Lesage et ils étaient presque tous approuvés par les nationalistes de droite qui ne voyaient pas que ça pouvait conduire au socialisme. Encore une fois, Albert Anger était plus lucide que eux là-dessus. Pour ce qui est de l'éducation, ben, ils ont tous combattu la réforme de l'éducation, mais ils se sont tous écrasés après que les évêques aient accepté la réforme de l'éducation. Il y a quelqu'un qui serait intéressant à connaître, c'est le dernier surintendant de l'instruction publique, qui s'appelle Omer Jules Desaulniers. Alors, Omer Jules Desaulniers a été surintendant de l'instruction publique de 1948 à 1964, jusqu'à l'abolition, jusqu'à la création du ministère. Il était résolument contre. En 1949, il avait rencontré le pape Pie XII en audience privée, puis il lui avait expliqué comment fonctionnait le système d'éducation au Québec. Et le pape Pie XII lui avait dit, c'est l'idéal des bons rapports entre l'Église et l'État en matière d'éducation. Alors, Omer Jules Desaulniers était revenu au Québec en disant « Nous avons le meilleur système d'éducation au monde ». Alors ça, il a répété ça dans je ne sais pas combien de conférences. C'est une phrase qu'on attribue à Duplessis, mais j'ai l'impression qu'elle ne vient pas de Duplessis, elle vient plutôt de lui, enfin peu importe. Donc, le pape Pie XII lui avait dit,
Au Québec, il y a le meilleur système d'éducation catholique qu'on peut imaginer. Et quelques années après, le cardinal Léger lui dit « On laisse tomber tout ça ». Le pauvre désaunier n'a pas pu faire autre chose que de se taire. Alors, le dernier discours qu'il a fait lors de l'abolition du Conseil de l'instruction publique, il a fait tout un résumé de l'histoire de l'éducation au Québec, du rôle de l'Église dans l'éducation au Québec. C'était un éloge, mais c'était un éloge funèbre. Alors, il a été obligé d'abandonner ça. Les intellectuels de droite se sont pas peut-être suffisamment méfiés aussi de la sécularisation, de la décléricalisation. Quand on a voulu décatholiciser l'éducation, là, ils ont protesté. Mais quand, par exemple, en 1960, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, la CTCC, se décléricalise et change de nom pour prendre le nom de CSN, hein, la Confédération des syndicats nationaux, ils n'ont pas protesté contre ça. Quand l'Union des cultivateurs catholiques devient l'Union des producteurs agricoles, ils n'ont pas protesté contre ça. Quand l'Association des femmes catholiques est devenue la Fédération des femmes du Québec, ils n'ont pas protesté. Alors, c'est comme si, et ça c'est sans doute l'impact de l'esprit de Vatican II, ils s'imaginaient qu'on pouvait garder une société chrétienne sans avoir des institutions chrétiennes. On aurait pu avoir des institutions laïques tout en gardant la foi catholique. Ils se sont peut-être un petit peu illusionnés là-dessus. Et encore une fois, Angers était plus lucide que les autres sur ce point-là. Il ne croyait pas à l'idée d'une laïcité chrétienne. Mais la grande divergence, la plus importante, ça a sans doute été sur la question de l'indépendance du Québec. Alors là, il était vraiment pogné dans un dilemme insoluble entre Charybde et Scylla, pourrait-on dire. Est-ce qu'on doit appuyer les souverainistes de gauche ou les fédéralistes de gauche? C'était ça le choix qui s'offrait à eux. Ils se sont divisés. Il y en a qui ont... La plupart d'entre eux étaient encore vivants au référendum de 80. La plupart ont voté oui. La plupart vont finir par se rallier au Parti québécois. François-Albert Angers va le faire tardivement. Angers est devenu indépendantiste en 1965 seulement. François-Albert Angers était plutôt de la tradition de Henri Bourassa, l'idée d'un Canada binational. Mais en 65, non, là, il renonce à ça, il devient indépendantiste, mais il va se rallier au Parti québécois seulement en 1973. En fait, Angers espérait une renaissance de l'Union nationale, qui pourrait donc un parti de droite qui pourrait être indépendantiste, mais quand il a vu que l'Union nationale ne se relèverait jamais, là, finalement, il a décidé de devenir une espèce de compagnon de route, si on peut dire, du Parti québécois. Et il a été très, très bien accepté, parce que c'était la première fois qu'il y avait un économiste bien en vue qui disait « le fédéralisme, c'est pas rentable ». Tous les professeurs de sciences économiques au Québec étaient fédéralistes, sauf lui. Je parle au début des années 70. Après, il y en a eu d'autres, d'ailleurs, qui étaient souvent des élèves de François-Albert Angers. Parizeau, par exemple, était un élève de François-Albert Angers. Mais Angers a donné un vrai coup de pouce à l'idée d'indépendance en lui donnant du sérieux du côté économique. Et qui plus est, comme c'était un homme de droite, un grand catholique, il y a des gens de droite qui se sont ralliés au Parti québécois. Ça les a comme rassurés. Mais il y en a un autre qui a fait un choix complètement différent, c'est Robert Humillier. Robert Humillier, lui, avait écrit en 1961 un livre, Le problème national des Canadiens français. Il prenait position en faveur de l'indépendance. En 1965, il écrit un autre pamphlet qui s'intitule « Quel monde ?» et là, il se prononce contre l'indépendance du Québec. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est une gang de gauchistes, puis ils vont faire du Québec une espèce de Cuba du Nord. Bon.
C'est un argument qu'on employait, qu'on disait souvent à droite. À l'époque, dans les années 70, je me souviens de l'avoir entendu. Dans ce temps-là, hein? Ça a resté, mais c'est assez curieux parce que dans le temps, les libéraux fédéraux, ils disaient « Ah, si le Québec se sépare, ça va devenir communiste comme Castro. » Et puis là, les mêmes libéraux fédéraux nous disent « Ah, si le Québec se sépare, ça va devenir comme les États-Unis de Trump. » Il y a toujours un repoussoir extérieur qu'on utilise. Peu importe l'idéologie de ce repoussoir-là, ça en prend un. Bon, en fait, ça, c'est une autre question. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, ah oui, c'est ça. Alors donc, Rumilly, lui, exagérait sans doute, là, je veux dire, quand même René Lévesque, même si c'était un libéral, progressiste, d'accord, un homme peut-être de centre-gauche, mais c'était pas Fidel Castro, là, je veux dire, notre petit poêle puis le gros barbu, c'est pas tout à fait la même chose, là. Mais finalement, il a opté pour le camp du non, Robert Rumilly, à cause de ça, par peur de... Il voyait le Parti québécois comme vraiment l'équivalent du Parti socialiste français. Et d'autres intellectuels comme ça, pour à peu près pour les mêmes raisons, ont fait des choix différents, mais la plupart ont quand même fini par opter pour l'idée d'indépendance, qui est quand même plus compatible avec le nationalisme. Conclusion, je dirais que le nationalisme canadien-français a été carrément déboussolé par le Concile Vatican II. C'est comme si la branche sur laquelle la droite intellectuelle était assise s'était effondrée. Ils l'avaient scié peut-être eux autres mêmes. Et c'est un problème qui se pose encore aujourd'hui, hein, lorsqu'on pense à reconstruire une doctrine, une pensée, un discours de droite au Québec. Je vais terminer en vous lisant un passage du livre de Xavier Gélinas. Je le cite au long, à la fin, parce que il est triste, mais il est très, très lucide. Qu'est-ce qu'un catholique doit faire quand il voit que ça s'effondre à Rome? Alors, voici ce qu'il dit. Il y a bien des manières de montrer sa réprobation envers les nouvelles orientations de l'Église. Lutter par l'intérieur, lutter par l'extérieur, ou cesser de lutter. C'est le choix de certains droitistes attachés aux anciens rites et dogmes qui ne se sentent pas la force d'étouffer le lion de Némée, mais qui ne veulent pas partager sa tanière. Cela peut les amener à bouder, à rejoindre la cohorte des indifférentistes où ils ne connaissaient personne hier encore. Le passage peut être moins drastique. Sans renier leur foi, d'autres catholiques de droite l'intériorisent selon leur propre modalité, ne la proclament plus comme jadis et ne l'associent plus aux autres enjeux terrestres. Ils s'éloignent discrètement de l'Église, la laissant régler ses problèmes toute seule et se concentrent sur les enjeux areligieux, par exemple les luttes nationales, en évacuant peu à peu la composante spirituelle de leur nationalisme. Ce constat est encore d'actualité. Et quand j'ai lu ça, connaissant Xavier Gélinas, je me demande s'il ne parlait pas de lui-même. Et moi et Xavier, on a adopté deux attitudes différentes, même si on avait à peu près les mêmes idées. Moi, j'ai décidé de combattre ouvertement, à visage découvert. Lui a décidé de combattre discrètement, de manière beaucoup subtile. Qu'est-ce qui est le mieux? Je vous pose la question. Est-ce que c'est mieux d'être battu en ayant combattu à visage découvert ou d'être battu en combattant discrètement?
de la droite.